Ouais, je pense que c'était peut-être un problème de salle. Et donc, vous voyez que la machine n'est pas parfaite. C'est toujours important de considérer le facteur humain, comme je vais essayer de le développer aujourd'hui. Donc, j'avais simplement mentionné cette idée d'une substitution de la machine et de l'humain comme un aspect important du programme de l'intelligence artificielle. Et l'idée ici est de pouvoir produire une performance identique ou similaire dans une machine pour tout ce qui concerne les capacités logiques, noétiques, donc les capacités rationnelles et intellectuelles qui sont dites, à tort ou à raison, des facultés supérieures. Il existe de nombreuses définitions possibles de l'intelligence artificielle. Il est difficile d'en trouver une qui serait simple et unique, mais on peut au moins essayer d'indiquer quel est l'objectif de l'intelligence artificielle. Et comme le suggère Ladrière, cet objectif de l'IA est à terme de faire tout ce que l'homme peut faire en matière de raisonnement par un système informatique. Néanmoins, cette intelligence, surtout si elle est artificielle, fait encore l'objet de nombreux débats. Certains allant jusqu'à déclarer, comme Luc Julia, dans un ouvrage récent, que l'intelligence artificielle n'existe pas. Et il signifie ainsi que la substitution de la machine à l'humain n'est pas si facile et que plutôt qu'une intelligence artificielle, il vaudrait sans doute mieux parler d'une intelligence augmentée. Le problème est encore plus aigu lorsqu'il s'agit de substituer la machine à l'humain pour d'autres fonctions, parfois qualifiées d'inférieures, par rapport à celle de l'intelligence. Il s'agit plus précisément de capacités qui peuvent être largement décrites comme empiriques et esthétiques, des capacités d'expérience et de sensation. Ces multiples aptitudes de l'expérience, à savoir la sensation, la perception, l'émotion et le sentiment, auxquels peut s'ajouter la conscience, orientent l'attention vers ce que l'on peut appeler la sentience. C'est une autre dimension, peut-être encore plus complexe, de la vie humaine. Et c'est dans cette autre dimension que réside l'origine d'un programme de recherche qui complète celui de l'intelligence artificielle. On pourrait la nommer, avec toutes les précautions d'usage, la sentience artificielle, que j'utilise dans sa forme réduite sous l'appellation SA, par analogie avec l'intelligence artificielle IA, c'est-à-dire l'exploration et le transfert des fonctions et capacités de l'expérience et des sens humains vers une machine. Cela étant, il serait donc déjà légitime de se demander de manière critique si cela vaut pour la sentience artificielle comme pour l'intelligence artificielle, de sorte que nous pourrions également affirmer que la sentience artificielle n'existe pas. À n'en pas douter, la sentience artificielle est un défi pour l'intelligence artificielle, mais elle peut être aussi présentée comme sa nouvelle frontière, et certains, comme Hussein, parlent sans hésiter de machines sentientes. La difficulté du passage de l'IA à la SA, de l'intelligence artificielle à la sentience artificielle, vient du fait que toutes les fonctions et capacités humaines, les plus intellectuelles ou plus sensorielles, peuvent être transférées aux machines. L'idée d'une substitution totale, qui concerne à la fois l'esprit et le corps, correspond à un mythe ancien de la technologie, de l'art de produire des artifices et éventuellement des créatures artificielles. On peut appeler ce mythe de la technologie le mythe de l'humaniteur, c'est-à-dire l'idée fictive ou imaginaire d'une créature artificielle humanoïde qui permet une substitution totale et parfaite entre l'humain et la machine. L'humaniteur est une créature artificielle qui combine et articule tout un ensemble de fonctions et de capacités humaines au-delà de celles plus classiques de l'acteur ou du producteur. Il s'agit donc du raisonneur pour le raisonnement et l'intelligence, cogniteur pour la connaissance et la croyance, du voliteur pour la volonté et le désir, et enfin de l'expérienceur pour l'expérience, la sensation
l'émotion et éventuellement la conscience. L'humaniteur, en tant que créature artificielle remplaçant l'humain, est considéré comme un mythe, mais cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de tenter de le réaliser. La thèse que je voudrais défendre est la suivante. Je ne pense pas que l'humaniteur puisse exister, et en particulier, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une créature artificielle qui non seulement soit intelligente, mais qui en plus puisse être sentiente. En d'autres termes, je pense que l'humaniteur est bien un mythe, et que tout comme il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de sentience artificielle. L'argument majeur à l'appui de cette thèse est que si une créature artificielle, telle que l'humaniteur, existait, elle serait en réalité un être humain. Il serait doté de la même constitution physique et psychique générale, et seule sa création serait artificielle, c'est-à-dire non sexuelle. Néanmoins, je suis convaincu que dans un certain type d'interaction entre l'humain et la machine, il est possible que la machine passe le test de l'humanité et puisse être confondue avec un humain. C'est ce point que je propose d'explorer dans la deuxième partie de cet essai, de cet exposé, après avoir présenté dans la première partie ce qu'est l'humaniteur, considéré dans ses différentes dimensions, de l'intelligence à la science. Donc de l'intelligence à la science, l'ordinateur comme machine d'information et de communication est au cœur des recherches sur l'intelligence artificielle et de la comparaison entre l'humain et la machine pour les opérations de raisonnement et de cognition. Si l'on prend le paradigme plus large de l'humaniteur, il apparaît que la sentience artificielle peut être considérée comme l'autre face du transfert de fonctions et de capacités de l'humain vers la machine. Certaines questions doivent cependant être soulevées concernant l'intelligence artificielle et la sentience artificielle, notamment sur la question de la différence entre la version forte et la version faible, et également sur la question de la conscience. Il existe en réalité diverses raisons de passer d'un programme de recherche sur l'intelligence à un programme de recherche sur la science. D'un point de vue opérationnel, ce passage se justifie par la nécessité de disposer de machines qui, lorsqu'elles interagissent avec les humains, se comportent de manière à montrer leur capacité à exprimer des sensations, des émotions et même une conscience. C'est une manière de rendre les machines plus humaines, entre guillemets, surtout si elles sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans notre vie quotidienne. D'un point de vue réflexif, ce passage de l'intelligence à la science se justifie par la nécessité de mieux comprendre les capacités des machines à traiter l'information afin qu'elles se rapprochent le plus possible de celles des humains. Cela permet de mesurer la différence possible entre les capacités de la machine et celles de l'humain et d'en apprendre davantage sur la singularité de l'humain qui, à son tour, interroge la singularité de la machine. Il n'en demeure pas moins que ce passage de l'IA à la SA peut être interprété, selon le paradigme de l'humaniteur, comme une tentative d'aller jusqu'au bout d'une substitution des fonctions et capacités humaines par la machine. De ce point de vue, elle prend parti dans le débat entre l'IA forte et l'IA faible. Si l'on reprend ce clivage proposé par le philosophe américain John Searle, elle prend parti en faveur d'un programme fort, même s'il peut être démontré que seul le programme faible peut être atteint. L'intelligence artificielle dans le programme fort fait référence à ce programme d'IA qui envisage la machine intelligente comme dotée d'une capacité non seulement de raisonnement, mais également de conscience. En comparaison, une IA faible se limite à une machine intelligente privée de toute cette étendue de capacités et qui peut alors fonctionner comme un dispositif destiné à mieux comprendre l'intelligence humaine, qui est la seule dotée de conscience. On pourrait dire que le parallèle fonctionne pour la sentience artificielle si l'on considère que la SA forte
désigne le programme de sentience artificielle dans lequel la machine sentiente est dotée d'une capacité de sensation et d'émotion et dans une certaine mesure une capacité de conscience. En comparaison, la SA faible concerne une machine sentiente privée de toute cette gamme de capacités et qui peut fonctionner comme un dispositif destiné à mieux comprendre la sentience humaine et le rôle de la conscience. On peut revenir sur ces deux principes et l'on pourrait dire tout d'abord que dans sa plus grande généralité, le principe de l'intelligence artificielle s'énonce de la manière suivante: une machine peut penser comme un humain. Mais à partir de cette formulation, de ce principe général de l'IA, on peut faire la différence entre un principe d'IA forte, une machine peut penser exactement comme un humain, tant du point de vue du raisonnement que de la conscience, et un principe d'IA faible, une machine peut penser approximativement comme un humain, tant du point de vue du raisonnement que de la conscience. Quand on dit qu'une machine peut penser comme un humain, cela ne veut pas dire la même chose qu'une machine qui pense en tant qu'être humain. Car s'il en était ainsi, cela signifierait que la machine est un humain qui, entre autres choses, est capable de dire « je », comme dans l'expression « je pense ». À cet égard, il est illusoire de penser que lorsqu'une machine dit « moi », comme dans le fameux film « I, Robot », cela a comparativement le même genre de sens que dans la phrase d'un humain qui dit « moi, humain ». Par ailleurs, on peut noter que la différence entre identité, exactement, et similitude, approximativement, ne dit rien de la puissance de raisonnement donnée à la machine par le calcul, pour peu qu'on la compare à celle de l'humain. Ainsi, une machine peut suivre un raisonnement qui se rapproche de celui de l'humain, alors qu'elle est d'une puissance nettement supérieure à celle de l'humain, comme cela se montre dans le jeu d'échecs avec, par exemple, Deep Blue ou dans le jeu de Go AlphaGo. Il va de soi que la pensée a des significations assez diverses, comme le suggère Descartes, qui utilise ce terme pour désigner de façon large aussi bien la raison, le doute et l'imagination que la connaissance, la volonté et le sentiment. Dans une autre interprétation, le philosophe européen d'origine autrichienne, mais qui a résidé une grande partie de sa vie au Royaume-Uni, Ludwig Wittgenstein, dirait que le concept pensée nécessite de considérer les multiples usages qu'on en fait dans la vie quotidienne, le rapport au langage et au comportement du corps. Je cite Wittgenstein, extrait de ses remarques sur la philosophie de la psychologie. Il ne faut, je cite, jamais oublier que penser est un mot du langage courant. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait un usage unifié, bien au contraire. Penser est un concept largement ramifié, un concept qui contient de nombreuses manifestations de la vie. Les phénomènes de pensée sont dispersés. L'expression du visage de quelqu'un qui pense est celle d'un idiot. La comparaison entre l'expression de quelqu'un qui pense et l'expression d'un idiot, qui fait Wittgenstein. Le front qui se plisse en réflexion, en attention. Ce dernier point impose toute la question de l'expression corporelle de la vie mentale, si l'on suppose comme Wittgenstein qu'elle ne peut être seulement intérieure. C'est pour ainsi dire sa face extérieure qui retient l'attention, ou plus exactement, le couplage de la pensée avec les mots du langage, ainsi que le comportement du corps. Une approche rationnelle de la pensée suggère qu'elle se confond avec les différents types de raisonnement identifiés en logique. Il est d'usage dans ce domaine de différencier les raisonnements qui procèdent par déduction, par induction et par abduction, autrement dit, en allant du général au particulier, comme dans le syllogisme classique, ou du particulier au général, avec, dans l'abduction, un retour au particulier. Mais cela implique que certaines règles de raisonnement, issues de la logique, sont des normes dotées d'une force contraignante pour un raisonnement ordinaire qui s'en écarte bien souvent. En revanche, une approche plus large de la pensée inclut, outre le raisonnement, diverses formes d'intelligence, avec parfois un accent mis sur la création et l'invention, c'est-à-dire la production de nouveautés.
C'est ainsi que, dans une version psychologique, on distingue diverses formes d'intelligence, regroupées sous l'expression intelligence multiple. La forme logico-mathématique, qui correspond à l'approche rationnelle, mais aussi le linguistique, le spatial, le corporel, c'est-à-dire la mise en œuvre, par exemple, dans la danse, le sport, l'intrapersonnel, c'est-à-dire la capacité à se comprendre, et l'interpersonnel, la capacité à comprendre autrui. Le musical, à ces formes s'ajoutent des formes naturalistes, la capacité à reconnaître les animaux, les végétaux, et la forme existentielle. Cependant, le terme d'intelligence est pris avec prudence en psychologie et celui de performance lui est souvent préféré pour divers domaines. Performance dans l'exécution, dans l'adaptation, le contrôle, la rapidité de traitement, la capacité de mémoire de travail et de raisonnement. Ainsi, nous constatons que même dans le programme de recherche sur l'intelligence artificielle, il reste encore un long chemin à parcourir pour remplacer l'humain par la machine. On se demande si le même genre de difficulté se produit dans cette partie du paradigme de l'humaniteur, qui fait de la science artificielle l'autre horizon du programme de recherche. Ce principe de science artificielle pourrait être formulé de la manière suivante, dans son expression la plus générale. Une machine peut sentir comme un humain. Et de nouveau, dans le programme fort, nous pourrions dire qu'une machine peut sentir exactement comme un humain, point de vue de la sensation, de l'émotion, de la conscience. Et dans le programme faible, une machine peut sentir approximativement comme un humain, du point de vue de la sensation, de l'émotion, de la conscience. Et de nouveau, lorsque nous disons que la machine peut sentir comme un humain, cette vision n'implique pas qu'elle sent en tant qu'humain, car cela impliquerait que c'est un humain. Le point important est qu'un humain capable de dire qu'il est un être sentient est un être qui a la capacité de parler, notamment de dire « je », ce qui est lié à la capacité de penser. La sentience appartient au vaste domaine de l'expérience, qui couvre un large éventail de significations, de la sensation au sentiment. La nuance en ce qui concerne la pensée est que l'expérience, entendue au sens d'expérience phénoménale, se dit à la première personne, au risque de tomber dans le solipsisme de Descartes, c'est-à-dire l'enfermement dans l'esprit subjectif d'un individu. C'est ce que suggère l'approche expérientielle qui se concentre sur l'expérience phénoménale, censée être distincte d'une personne à l'autre, puisque personne ne peut avoir accès aux états mentaux d'autrui. Ainsi, dans l'approche subjective de l'expérience, je n'ai aucune garantie que l'objet tel que je le vois, par exemple un écureuil ou un cube, soit vu de la même manière par quelqu'un d'autre. Ce point est cependant contesté par Wittgenstein, qui constate qu'en faisant trop de mon expérience une affaire strictement privée, elle ne peut plus s'identifier à celle des autres. Pourtant, même les expériences les plus personnelles, comme celle de la sensation et de l'émotion, supposent un langage public et disqualifient l'idée d'un langage privé qui ne serait utilisé que par moi et moi seul, afin d'exprimer ma sensation ou mon émotion personnelle. Je cite de nouveau Ludwig Wittgenstein, extrait de ses remarques sur la philosophie de la psychologie. Regardez le bleu du ciel et dites-vous, comme le ciel est bleu. Si vous le faites spontanément, sans intention philosophique, l'idée ne vous viendra jamais que cette impression de couleur n'appartient qu'à vous. Et vous n'hésiterez pas à adresser cette exclamation à quelqu'un d'autre. Essayez simplement de douter dans un cas réel de la peur ou de la douleur des autres. Ce que suggère le philosophe, c'est qu'un tel comportement de doute dans une situation réelle serait parfaitement inapproprié pour ceux qui souffrent et pourrait susciter leur plus grande colère. Cela n'enlève rien à la relativité de la perception sur le mode du voir comme, expression souvent utilisée par Wittgenstein, voir comme, à l'image de cette figure du canard lapin dans l'expérience de psychologie cognitive de Jastrow, où on peut alternativement voir un canard ou un lapin dans la même image, qui n'a absolument pas changé, c'est simplement notre rapport à l'image a changé et le sens que nous donnons a changé également.
Le domaine de la sentience couvre un ensemble d'aspects de l'expérience qui incite à faire une différence entre sensation, perception. Oui, oui, bien sûr. Donc je disais que le domaine de la sentience couvre un ensemble d'aspects de l'expérience qui incite à faire une différence entre sensation, perception, émotion, sentiment et au sens large, conscience. Littéralement, la sentience, du latin sentientem, au nominatif sentiens, décrit la capacité de ressentir, tandis que le gérondif du verbe, sentire, fait référence au concept de conscience, pris dans le sens d'être conscient de ce qui nous entoure. Il est courant d'exprimer la différence d'expérience entre sensation et perception en tenant compte de ce qu'ajoute le jugement au sens aussi fondamental soit-il. Il s'agit de la façon dont je vois un objet, par exemple un cube rouge. J'ai la sensation de la couleur rouge, mais j'ai la perception d'un corps rouge comme une unité qui occupe un certain volume dans l'espace. Ainsi, la sensation se distingue de la perception dans le sens où mon jugement, même à un niveau primitif, me dit que cet objet n'est pas simplement une surface plane. Il faudrait alors ajouter une notion, en l'occurrence la notion de cube, afin de différencier un cube d'un carré ou un cube d'une sphère. L'émotion, du latin emovere, mettre en mouvement, est une autre dimension de la conscience qui n'est pas facile à définir, peut-être parce qu'elle recouvre en réalité une multitude d'aspects. Les émotions ont cependant une chose en commun, elles sont les réponses manifestes du sujet à des événements significatifs et peuvent déclencher des changements corporels et des comportements distincts. Maintenant, la question de la conscience, qui est un des problèmes les plus difficiles à résoudre dans toute étude sur l'intelligence et la conscience, et d'autant plus si l'on parle d'intelligence et de conscience artificielle. De nombreuses études ont tenté de définir ce qu'est la conscience et de déterminer s'il est possible qu'une machine soit dotée de cette capacité caractéristique des humains ou de certains non-humains, des animaux, par exemple. Comme le dit Chalmers, il est habituel de faire la différence entre les problèmes faciles et les problèmes difficiles de la conscience. Les problèmes faciles sont ceux qui concernent l'explication des fonctions cognitives et comportementales. Par exemple, la capacité de discriminer, de catégoriser, de réagir aux stimulations de l'environnement. De même, l'intégration de l'information par un système cognitif, la possibilité de signaler les états mentaux, la capacité d'un système à accéder à ses propres états internes, le centre d'attention, le contrôle délibéré du comportement, la différence entre l'éveil et le sommeil. Tout cela constitue en quelque sorte ce que Chalmers appelle le problème facile de la conscience. Maintenant, les problèmes difficiles sont ceux qui sont liés à l'explication de l'expérience consciente. On la qualifie de phénoménale ou qualitative si on insiste sur ce qu'on appelle les qualia, donc l'aspect qualitatif de l'expérience. La difficulté de l'expérience consciente est bien expliquée par Chalmers. Je cite, les problèmes faciles sont faciles précisément parce qu'ils concernent l'explication des capacités et des fonctions cognitives. Lorsqu'il s'agit d'expériences conscientes, ce type d'explication échoue. Ce qui rend le problème difficile et presque unique, c'est qu'il va au-delà des problèmes liés à l'exécution des fonctions. Pour s'en rendre compte, notons que même après avoir expliqué la performance de toutes les fonctions cognitives et comportementales proches de l'expérience, entre parenthèses, discrimination perceptuelle, catégorisation, accès interne, rapport verbal, il peut encore rester une autre question sans réponse. Pourquoi la performance est-elle une de ces fonctions accompagnée d'expérience? Une simple explication des fonctions laisse cette question ouverte. Cela ne veut pas dire que l'expérience n'a pas de fonction. Peut-être que cela jouera un rôle cognitif important. Mais quel que soit le rôle qu'elle pourrait jouer, l'explication de l'expérience ne se résume pas à une simple explication de la fonction.
La même critique s'applique à toute explication purement physique de la conscience. Pour tout processus physique que nous spécifions, une question restera sans réponse. Pourquoi ce processus devrait-il donner lieu à une expérience? La question de la conscience, et plus particulièrement de la possibilité d'une conscience artificielle, se situe autant du côté de l'intelligence artificielle que de celui de la sentience artificielle. Et quand on y regarde de plus près, la variété des capacités qui sont regroupées sous le terme conscience, il n'est pas étonnant qu'on la retrouve des deux côtés, du côté de l'intelligence comme du côté de la sentience, comme le montre cette liste de termes associés à la conscience: attention, créativité, dynamisme, émotion, imagination, intelligence, intentionnalité, langage, qualité, perception, soi et volonté. Tous ces termes-là sont en général associés à cette notion de conscience. Il s'ensuit que la ligne de démarcation entre intelligence et sentience n'est pas si évidente, surtout si l'on considère le rôle que joue la conscience dans la distinction entre l'humain et la machine. Cette question de la conscience renvoie plus fondamentalement au type de tests qui sont conçus pour caractériser une machine comme étant capable d'être dotée d'intelligence et de sentience. C'est sur cet aspect des tests d'humanité que je vais maintenant me concentrer. L'humaniteur est une machine qui, si elle est censée prendre la place de l'humain, pour tout ou partie de ses fonctions ou capacités, doit être capable de passer le test d'humanité. Le test de l'intelligence de la machine est désormais assez bien établi, même s'il continue de susciter de nombreux débats, mais il reste à clarifier ce qu'est ou ce qui peut être un test pour la sentience, la machine sentience. Nous privilégions ici une approche qui insiste sur le comportement et l'interprétation qu'en fait un juge, tandis qu'une autre approche mettrait plutôt l'accent sur l'architecture d'un système. De plus, nous privilégions une approche qui, dans le sillage du test de Turing original, développe une modalité de test qui ne se limite pas à un ordinateur, mais aboutit à l'action d'une machine, comme dans le cas d'un robot, comme cela est suggéré dans le test de Turing total. Test total qui diffère du test classique. On peut suggérer que pour l'intelligence comme pour la sentience, une épreuve ou un test d'humanité fait appel aux critères de l'action d'un agent, mais sans pour autant y réduire l'ensemble du comportement entre guillemets humain d'une machine. Tout d'abord, le test d'intelligence, c'est le fameux test d'Alan Turing, qui est à l'origine un jeu d'imitation qui consistait à développer une machine qu'on ne pourrait pas distinguer d'un humain. Turing suggère qu'un juge échange des messages qui ont été tapés sur une machine par un être humain ou par une machine, et des messages qui peuvent concerner tout un ensemble de sujets. Le juge ne sait pas lequel de ses interlocuteurs, qu'il connaît sous les noms A et B, est la machine ou est l'humain. Dans la règle du jeu, il est stipulé qu'après une série d'échanges, le juge doit deviner lequel des deux est respectivement l'humain ou la machine. L'identification correcte consiste pour le juge à produire un taux d'erreur d'identification d'environ 50% identique à ce que donnerait une réponse aléatoire. Turing estime que si une machine ne permet pas un jour une identification correcte par un humain, c'est une machine intelligente, ou si nous l'exprimons en d'autres termes, c'est une machine pensante. La procédure du test de Turing a donné lieu à de nombreuses discussions intéressantes et est à l'origine d'une série de réalisations informatiques concrètes, malgré la difficulté d'un programme à réussir le test de Turing. Nous voyons bien effectivement que dans le cas d'un test de Turing, il est nécessaire d'inclure dans le comportement de la machine des caractéristiques qui sont celles des humains, et en particulier
Si nous demandons d'effectuer un calcul arithmétique tel qu'une multiplication avec des nombres à 10 chiffres multipliés par d'autres nombres à 10 chiffres, il n'est pas possible pour un humain de produire un résultat en 1 seconde seulement, car ce serait tout de suite l'indice qu'il s'agit d'un calcul effectué par une machine. Cela veut donc dire que dans la manière dont est programmée une machine pour qu'elle puisse être confondue avec un humain, il est parfois nécessaire d'introduire des erreurs ou des délais, des retards, afin de faire passer la machine pour un humain. Il en irait exactement de même avec un aspect du comportement humain tel que l'humour, puisqu'il faudrait être capable de doter cette machine de capacités humoristiques qui sont caractéristiques de l'humain. La limite de ces tests d'intelligence a bien été identifiée par le philosophe américain John Searle à travers sa fameuse expérience de la chambre chinoise. Il s'agit d'une expérience dans laquelle un individu qui ne parle pas un mot de chinois peut néanmoins utiliser un ensemble de règles linguistiques et ainsi les appliquer pour avoir une conversation en chinois. Searle affirme que le locuteur non chinois peut fournir des réponses correctes d'un point de vue syntaxique, du point de vue de la formation, des règles de formation du langage, alors qu'il ne comprend rien à la signification des symboles qu'il manipule d'un point de vue sémantique, donc du point de vue du sens des mots. Cela vise à montrer que les programmes informatiques sont syntaxiques, qu'ils ne sont que des outils pour manipuler des symboles, alors que les pensées humaines ont un contenu sémantique, un sens qui est attaché aux mots. Le sens des mots dans le langage ne se réduit pas à la syntaxe, car il provient de propriétés biophysiques de nos neurones qu'un programme ne peut posséder. D'où cette idée de base que les programmes ne peuvent pas penser, littéralement parlant. Un ordinateur ne parle pas chinois, car il ne comprend pas cette langue, comme peuvent le faire les humains. Les machines ne seront donc jamais intelligentes, même si elles réussissent le test de Turing, car ce dernier n'est pas une condition suffisante pour décréter l'intelligence d'une machine. Une autre critique du test de Turing a été formulée par French, qui a soutenu que la réussite du test n'est pas une condition nécessaire de l'intelligence, pas une condition suffisante pour Searle, et même pas une condition nécessaire pour French. Il imagine l'histoire d'un peuple qui ne connaîtrait qu'une seule espèce d'oiseau, la mouette, et se trouverait confronté au problème de fabriquer une machine volante. Afin de déterminer s'il réussit ce projet, ces personnes utiliseraient le test de la mouette, dans lequel un engin vole s'il ne peut pas être distingué d'une mouette dont le comportement est observé à l'aide d'un radar. Le radar limite la précision de la demande d'imitation, comme le dialogue, par le biais d'échanges tapés à la machine, limite la précision de la demande d'imitation dans la mise en œuvre du test de Turing. Dans ce test proposé par French, les avions, les hélicoptères, les montgolfières et même d'autres oiseaux ne passeront pas le test des mouettes et ne seront donc pas considérés comme capables de voler. Ainsi, le test de Turing est peut-être une condition suffisante de l'intelligence, mais de l'intelligence humaine. Et il est lié au langage utilisé pour les dialogues, ce qui l'empêche d'être considéré comme universel. Se pourrait également que bon nombre de nos comportements dépendent fortement de la manière particulière dont notre cerveau traite les informations au niveau le plus profond, celui des processus subcognitifs. Maintenant, je voudrais également considérer le test d'humanité pour la sentience d'une machine. On peut aussi imaginer un test d'humanité pour la sentience d'une machine afin d'évaluer sa capacité à
se sentir humain dans l'interaction qu'elle peut avoir avec lui. Il n'est pas certain que ce genre de test doive s'inspirer du test de Turing, mais il peut être fructueux d'explorer cette piste, comme l'envisage déjà Campbell, qui parle d'un jeu d'imitation humaine, Imitation Man. L'attention se concentre sur la conversation entre un juge, un humain et une machine, mais la principale différence dans le test de sentience est que le contenu de l'information et le mode de communication ne sont pas les seuls à compter. C'est aussi une information car elle montre un ensemble d'aspects du comportement d'un partenaire qui témoigne de la présence d'une sentience dans le langage humain. C'est donc une preuve linguistique qui fonde le jugement du juge en l'absence d'accès du juge aux données physiques qui pourraient exprimer l'état psychique de A et de B, de l'homme et de la machine. Le test d'humanité d'une machine s'oriente vers l'expression de la sentience dans le langage verbal, vers ce qui révèle la sensation, l'émotion, le sentiment ou encore la conscience de A ou de B. Cette expression de la sentience dans le langage ne suppose pas seulement un contenu informationnel, mais aussi un mode de communication. Or, si l'on s'en tient à un test de Turing classique, cela implique qu'il ne peut s'agir que d'une communication verbale, à l'exclusion de toute communication non verbale, qui passerait par des expressions du corps, telles que les gestes, les expressions du visage, etc. C'est donc dans le domaine du langage utilisé par le locuteur que peut résider la sentience, comme lorsque A ou B dit « j'ai mal aux dents, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, c'est une douleur qui m'emmène jusqu'à la molaire inférieure du côté droit et descend jusqu'aux gencives ». Donc les différentes parties de la dentition humaine. Ou encore, quand A ou B répond à une question posée sur son isolement et sa conscience, oui, je me sens un peu seul dans cette pièce et je dois dire que d'habitude, je suis plutôt quelqu'un qui aime la présence des autres. Si une machine est capable de s'exprimer ainsi, un juge peut conclure que c'est un humain qui lui communique ce message. Or, on pourrait aussi concevoir que le test de sentience prenne en compte, selon la clause d'accès à l'information physique et par conséquent à l'information psychique, la communication non verbale. L'information et la communication d'une machine ne devraient alors pas seulement être prises pour celle d'un humain par un juge, mais elles devraient l'être aussi en vertu d'un certain comportement du corps. Cela suppose que dans son aspect dynamique, celui de la communication non verbale, si toutefois elle est couplée de manière cohérente à la communication verbale, une machine est identique à un humain. Il en serait ainsi si une machine d'aspect strictement humain se mettait à se mettre en colère, le sang montant aux joues, le son de la voix s'élevant, les bras remuant, en disant aux enfants « Écoutez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ne pas toucher à ce vase-ming. Êtes-vous idiot ?» Si une machine, effectivement, était capable à la fois d'avoir l'expression de ce message et aussi d'avoir l'expression du corps qui témoigne de la colère, alors effectivement, nous pourrions nous demander s'il n'y a pas ici une confusion possible entre l'humain et la machine. On est en droit néanmoins de se demander si la communication verbale et non verbale et le couplage cohérent entre les deux ne nécessite pas quelque chose comme une grammaire des expressions. C'est certainement cette grammaire commune que le juge devrait partager avec la machine et avec l'humain afin de produire une interprétation correcte de leur comportement. Maintenant, on peut aussi s'interroger sur les limites de ce test de science. John Searle, qui est évidemment un philosophe très connu dans le domaine de l'intelligence artificielle, des sciences cognitives et de la philosophie de l'esprit, est célèbre pour avoir développé la pragmatique, donc l'étude des actes de langage, qui suppose que le sens d'un énoncé
dépend des intentions du locuteur et de la situation du discours. Un acte de langage peut réussir ou échouer selon la situation, comme lorsque je dis, à l'image de la reine d'Angleterre, je baptise ce navire Queen Mary, et que les conditions de réussite de ce baptême sont remplies ou ne sont pas remplies. Par exemple, je réalise ce baptême du navire Queen Mary avec une bouteille de champagne, mais la bouteille ne se brise pas sur la coque du navire, ce qui est interprété comme un échec de l'acte de parole, puisque le navire n'est pas correctement baptisé. Derrière l'intention d'un acte de langage se cache l'intentionnalité, c'est-à-dire, dans le sens philosophique du terme, la relation de la conscience à un objet qui peut être étendue en considérant l'arrière-plan de cette relation, c'est-à-dire la tendance ou la disposition de la croyance et du désir. Cette notion d'intentionnalité peut être utile au-delà de l'intelligence pour le test de sentience comme condition nécessaire pour donner un sens à une action. Or, nous pourrions affirmer que ce n'est pas une condition suffisante dans le sens où si une machine réussissait le test de sentience, cela ne prouverait pas qu'elle possède une intentionnalité. Cela prouverait simplement que cette machine se comporte dans l'action et la communication comme si elle avait une intentionnalité, mais sans éprouver, à proprement parler, de sensation, ni d'émotion, ni de désir, ni de croyance. En ce sens, pas plus que la syntaxe, la pragmatique de l'action ne permettrait d'accéder au sens des mots, si ceux-ci dépendent de l'intentionnalité et sont vides de toute intention, désir ou croyance. Une objection plus radicale encore à un test d'humanité dans le cas de la sentience est cette idée du zombie philosophique, comme dans l'expérience de pensée de cœur, selon laquelle il est possible qu'un être possède toutes les caractéristiques d'un humain, mais se trouve dépourvu de sentience. On peut imaginer comme une possibilité logique qu'un organisme ou même une machine ne puisse pas être distingué d'un être humain normal dans ses aspects corporels et comportementaux, mais que cette machine ou cet organisme ne ressente rien. Ainsi, l'être en question pourrait par exemple être frappé par un objet, mais ne ressentir aucune douleur, tout en donnant l'impression, dans sa réaction, qu'il ressent de la douleur. L'argument est assez proche dans l'esprit de celui de la doctrine du physicalisme, et revient à dire que la conscience n'est rien d'autre qu'un phénomène physique. Cependant, certains chercheurs en intelligence artificielle, comme Minsky, tentent de montrer que l'argument est circulaire. La possibilité de quelque chose physiquement identique à un humain et privé d'expérience subjective suppose que les caractéristiques physiques des humains ne sont pas ce qui produit l'expérience, ce qui est malheureusement contradictoire avec le physicalisme. Il s'ensuit que pour ce qui concerne la sentience artificielle, la relation entre les aspects physiques du comportement corporel est également étroitement liée à l'activité psychique d'un esprit doté d'une expérience subjective, ce qui correspond au problème difficile de la conscience pour Chomsky. Quelques mots de conclusion. Un nombre important de tests d'humanité donne la primauté à l'interaction entre l'humain et la machine sur le mode étroit, si l'interaction se limite à la conversation, sur un mode plus large, si elle inclut le comportement en action. C'est toute la différence entre un test de Turing partiel, qu'on pourrait appeler Turing 1, et un test de Turing total, qu'on pourrait appeler Turing 2. Mais nous pouvons nous demander si le premier type, avec sa clause restrictive de conversation, est toujours d'actualité. Si ce test Turing 1 est jugé obsolète, le passage au deuxième type de test, Turing 2, qui l'élargit à l'action et au comportement, aboutit à la production de machines qui, dans leur aspect physique, peuvent être confondues avec les humains. Cette clause suppose également que le comportement de ces machines est comme une porte ouverte
sur la vie psychique, qui doit avoir une certaine forme ou structure et faire preuve d'une certaine cohérence. Mais c'est peut-être une clause trop exigeante, car elle suggère que les humains eux-mêmes seraient des êtres pleinement cohérents, alors que la simple expérience ordinaire prouve le contraire. C'est donc vers l'idée d'une personnalité des machines, dotée d'un certain caractère, doublée d'un certain tempérament, qu'il conviendrait d'orienter la réflexion sur l'action du dispositif artificiel. Mais la personnalité d'une machine, si une telle chose existe, ne peut être maintenue en dehors des codes d'une société ou d'une culture qui possède une certaine, entre guillemets, grammaire de la personne et pour certaines d'entre elles, ne renvoie qu'à la notion d'ego. Dans l'ensemble, l'humanitaire, en tant qu'idée, est une machine qui non seulement pense comme un humain, sent comme un humain, mais qui peut également coordonner ces deux types de capacités et les relier à une autre, l'action, de sorte que la machine agit également comme une personne. On pourrait ainsi suggérer que l'idée d'un humanitaire, en tant que machine totale, requiert non seulement le principe de l'intelligence artificielle, le principe de la sentience artificielle, mais aussi le principe de l'action artificielle. Ce principe AA pourrait être formulé ainsi: une machine peut agir comme un humain. Ainsi, un humanitaire est une machine qui articule les fonctions et les capacités du raisonneur, du cogniteur, du voliteur, de l'expérienceur et enfin de l'acteur. C'est un point à garder à l'esprit dans le projet de réalisation d'une machine à la fois intelligente et sentiente, c'est-à-dire une machine qui, à proprement parler, n'est pas et ne peut pas être un humanitaire, mais qui peut néanmoins être une machine à visage humain.